Bonsoir à tous et bienvenue dans cette 6ème édition de Hit and Roll. Comme chaque semaine, nous allons faire un récap des derniers affrontements en Wargaming Gold League Europe, vous présenterons une des équipes du tournoi, une interview exclusive et pour terminer, la plus belle bataille de la semaine, toujours dans Hit and Roll. Ce soir, nous allons démarrer avec notre rubrique What's Up et un bref récap de la 6ème semaine de la Wargaming Gold League Europe, alors que le rythme normal reprend et que chacune des équipes doit jouer un match dans la semaine. Nous embrayerons juste après avec les news et un point sur les différents événements de la semaine passée. Nous aurons ensuite dans le viseur les Utopia, la plus solide des 4 équipes polonaises présentes dans le tournoi. Toujours dans le viseur, j'aurai le plaisir d'interviewer un responsable de clan participant à la guerre des clans. En tant qu'affaire, nous lancerons le nouveau concours de cette semaine, dédié cette fois à la classe la plus détestée du jeu, les artilleries. Enfin, nous clôturerons l'émission comme à notre habitude, en compagnie de Pupa Jim et en commentaire du meilleur replay de la semaine. C'est la mi-saison de la Gold League, et la lutte est rude pour les places aux playoffs entre les 12 meilleures équipes d'Europe. Cette semaine, l'équipe à suivre est Kaznakru. Après une première partie de saison plutôt simple, cette équipe va enchaîner les matchs importants et leur premier test est contre Oops. Mais avant ce match, nous allons avoir un nouveau derby entre Polonais. Strong Siema doit impérativement gagner leur match contre Utopia pour s'éloigner enfin de la relégation directe. Les deux équipes commencent sur Step, et grâce à un joli focus en attaque et une défense impénétrable, Utopia prend l'avantage contre Strong Siema qui n'a pas trouvé les solutions sur cette carte. Utopia se concentre uniquement sur le côté ouest de la carte sur falaise. L'attaque est complètement ratée du fait de l'anticipation de leur push par Strong Siema. En revanche, leur défense est bien mieux organisée et marche parfaitement contre leurs adversaires. Strong Siema liesse principalement Utopia à faire le jeu, mais cela change sur Village Fantôme. L'attaque des Strong est bien organisée et encercle leurs adversaires en ayant de meilleures positions, mais l'efficacité manque et permet à Utopia de remporter leur 4ème bataille. Utopia veut forcer la victoire en attaque, mais la temporisation de Gussio permet à Strong Siema d'aller sur Himmelsdorf. Utopia rate complètement son attaque, mais leur défense agressive à l'ouest est bien organisée. Elle permet d'attraper Catch hors de position, et malgré une bonne tentative de capture au nord, Strong Siema enregistre sa 8ème défaite en 8 matchs contre une équipe Utopia qui a fait un bon nombre d'erreurs qui auraient dû être sanctionnées. L'heure est venue pour Kaznakru de dévoiler leur véritable niveau de jeu. Elle affronte l'équipe Oops, qui a déjà montré sa capacité à battre les meilleurs. Kaznakru commence en défense, et en voulant affronter Oops sur plusieurs fronts. Ces derniers en profitent pour percer sur le flanc est et font suffisamment de dégâts pour remporter leur attaque. La réussite est toujours pour Oops en attaque, avec un permatrack sur E-Alien. L'affrontement est tout de même serré, mais Oops enregistre sa 2ème victoire et prend l'avantage avant d'aller sur mine. En attaque, Kaznakru tente une agression à l'ouest, mais leur équipe est complètement séparée, et cela ne pardonne pas. Néanmoins, leur défense est suffisante pour tenir l'agression, et Oops évite le 4-0 avant de se diriger sur Murovanka. La défense de Oops a été bien préparée, avec une utilisation parfaite de leur AMX 1390 qui a empêché toute agression Kazna. Leur attaque l'est également, mais elle échoue, même si la capture a été proche. Kaznakru doit remporter les 2 batailles sur Himmelsdorf, et malgré un bon travail sur la première, Oops gagne le match en utilisant Insane comme appât et en agressant de la colline. Ce match confirme le niveau de Oops, qui peut légitimement prétendre au top 4 à la fin de la saison régulière, avec cette victoire 5-3 contre Kaznakru. Le prochain match est déséquilibré sur le papier. D'un côté, Tornado Rocks est sur la bonne voie pour terminer dans le top 2, et elle est directement en demi-finale des playoffs. De l'autre, Rusty Roster lutte pour éviter la relégation directe. Les 2 premières batailles sur Village Fantôme montrent la marge que possède Tornado Rocks, malgré les erreurs qu'ils font. Rusty Roster n'arrive pas à capturer la base nord en attaque et se fait accueillir sur leur push. En défense, Tornado Rocks joue avec leurs adversaires, en laissant seul un char pour capturer et en prenant par surprise au centre de la carte. Tornado Rocks continue sa marche en avant sur Himmelsdorf, après une attaque bien préparée qui force leurs adversaires à se retrouver complètement exposés. L'attaque Rusty Roster se fait écraser par la machine Rocks. Elle ne montre pas une bonne cohésion d'équipe, mais le niveau individuel fait le travail, et la bataille finale sur Step montre l'écart entre ces 2 équipes.
L'agression est bonne en défense pour les Polonais, mais à 4 contre 3, puis 3 contre 2, dont une artillerie, elle n'arrive pas à abattre le dernier char et se fait détruire un par un. Cette victoire 5-0 pour Tornado Rocks montre l'écart entre le haut et le bas du classement, mais le niveau de jeu montré par Tornado Rocks ne pardonnera pas contre de meilleures équipes. Les finalistes de la dernière saison s'affrontent lors de ce prochain match, mais Pentasport n'est plus au même niveau en comparaison de Wombat Tanks. Les deux équipes s'affrontent en premier sur Himmelsdorf, avec les Wombat Tanks qui gagnent leur attaque après un brawl au niveau de la base nord. Lors de leur attaque, Pentasport tente également d'aller sur ce point, mais Wombat a prévu le coup et a positionné ses chars en conséquence. Les champions d'Europe mènent 2-0, puis 3-1, les deux équipes n'arrivant pas à gagner leur attaque sur Winberg. Murovinka montre la différence entre les deux équipes. Pentasport ne met qu'un char sur la capture, et Wombat joue sur plusieurs axes pour perturber leurs adversaires. Elle force Penta à sortir pour aller chercher quelques chars, mais ils s'isolent, tandis que les Wombats concentrent leurs tirs. L'attaque Wombat est violente en rentrant directement dans le cap, et force le brawl, qui fut en deux endroits et en deux temps, mais la victoire est encore pour Wombat Tanks, qui conforte son statut de favori. Dans la lutte pour le top 6, Knekebrod peut jouer les troubles faits face aux grosses équipes. Ils affrontent Out of Range, qui respire enfin après leur dernière victoire contre Rusty Ruster. Les deux équipes commencent sur Mine, avec une attaque de la base ouest pour Knekebrod qui passe. Out of Range gagne le brawl sur Mine lors de la seconde bataille et rétablit l'équilibre avant de se diriger sur Winberg. Après une défense compliquée mais gagnée, Out of Range réussit son attaque avec une bonne prise d'agression dans le village et un travail énorme de Kelrolf qui sécurise les kills et protège son coéquipier à la fin contre Crux. Les deux équipes gagnent leur attaque sur Village Fantôme en encerclant des chars hors de position à chaque reprise, mais cela avantage Out of Range qui a 2 balles de match sur Himmelsdorf. La défense est assez dispersée côté Out of Range, mais cela n'offre pas de véritable possibilité pour Knekebrod d'agresser facilement sur un côté. Les affrontements se font sur plusieurs fronts, et le Waffenträger de Formula One se fait un plaisir en détruisant aisément les adversaires qu'il rencontre. Out of Range prend les 3 points de la victoire, et cela les éloigne définitivement de la relégation directe, et leur donne un petit espoir de play-off. Pour Knekebrod, ce match sonne comme un coup d'arrêt à leur bon résultat des premières semaines. Ding et Synergy s'affrontent lors de cette dernière rencontre. Il faudra que ces derniers soient au minimum au niveau de leur match contre Wombat Tanks pour rivaliser avec les Ding, qui sont en grande forme cette saison. Synergy tente un push sur leur attaque au village fantôme, mais Ding y est préparé et anéantit littéralement leur agression. Même sur leur attaque, les joueurs Ding semblent savoir où vont se trouver les joueurs Synergy, et les affrontements tournent à leur avantage. Sur Winberg, Synergy adopte une défense assez basse, en attendant la capture, mais Diplomate et son artillerie donnent l'avantage à leur équipe. Synergy n'arrive pas à contenir les chars adverses, que ce soit lors de leur défense, mais aussi en attaque, où elle tente d'aller chercher les ennemis au village sans contrôler l'ouest de la carte. Stratégiquement, Synergy est bien inférieure à Ding et ne trouve pas les solutions. Sur Steppe, la mort de Dreamlike le montre très clairement. Les Ding forcent leurs adversaires à s'exposer, et en supériorité numérique, ils vont affronter au contact Synergy et gagnent. Ce clean sweep fait très mal à Synergy, qui a pourtant les capacités d'accéder au top 6. Néanmoins, à ce rythme, ça risque d'être très compliqué pour eux. Avant la deuxième Super Week, Tornado Rocks, Oops, Ding, Kaznakru et Wombat Tanks sont très bien placés pour participer aux playoffs. La lutte pour la 6e place risque d'être intense, car 5 équipes se tiennent à 2 points d'écart. Rusty Ruster et Strong Sema vont eux lutter pour éviter la relégation directe. Place maintenant aux news. La première information de la semaine est que Wargaming a enfin dévoilé la nouvelle variante du FV4202. Pour rappel, le FV4202 était le char moyen de rang 10 des Britanniques et a été remplacé par le Centurion Accent 10 à la version 9.12 suite à des mesures effectuées sur un char qui avait montré que l'épaisseur de son blindage avait été surestimée par les développeurs. Le FV4202 revient donc en jeu comme promis sous la forme d'un char premium de rang 8 à obtenir en remplissant une mission. Cette mission se déroulera du 15 au 29 février, mais nécessite d'avoir le Centurion Accent 10 dans son garage au plus tard le 18 février,
Donc si vous jouez cette branche, il est temps de rusher le tier 10. La seconde grande nouvelle de la semaine est la sortie du jeu sur PlayStation 4. Cette version ne contient pour l'instant que les chars des nations américaines, allemandes et soviétiques, mais elle comporte une carte exclusive, Scorpion Pass, ainsi que Ruinberg, qui n'est pas présente dans la version Xbox. Si vous êtes intéressé, je vous recommande de vous connecter au jeu avant la fin du mois, car toute personne s'y connectant avant recevra gratuitement un char premium de tier 2. Et bien entendu, n'oubliez pas de vous laver les mains après avoir touché un pad. Enfin, et j'ai gardé la nouvelle la plus importante pour la conclusion, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'un tournoi World of Tanks organisé par OGaming va bientôt commencer, puisque les inscriptions se clôturent ce soir et que les premiers matchs auront lieu dès mardi. Le format de jeu est le 768, comme en WGL Gold, et les équipes s'affronteront d'abord dans une phase de poule, puis dans un arbre à simple élimination. Les matchs seront streamés sur Twitch par Puppet-Gym et nous commenterons ensemble en live la finale le 7 mars sur OGaming. En plus de la gloire éternelle, les meilleures équipes se partageront 2000 € de cash prize. Bien entendu, d'ici à la finale, nous consacrerons plusieurs émissions au suivi de l'avancement du tournoi et aux commentaires des matchs. J'espère que vous serez nombreux à suivre ces affrontements pour le titre de meilleure équipe francophone. Et si vous voulez vous inscrire, n'oubliez pas qu'il ne vous reste plus que quelques heures. Quatre équipes polonaises sont actuellement présentes en Gold League. Parmi ces 4 équipes, Utopia est considérée comme la meilleure du fait de son ancienneté et de ses performances, que ce soit en Go for What ou en ligue professionnelle. Utopia est arrivée fin 2014 en ligue professionnelle et cette équipe a eu de bons résultats à ses débuts, où elle était présente à la 7ème place. Cette équipe est cependant capable d'avoir de grosses baisses de régime, comme lorsqu'elle a obtenu sa place pour la première saison 2015-2016 par le biais de l'Open Qualifier. Néanmoins, elle apparaît depuis comme une équipe solide et capable de faire de bonnes performances en Go for What, qu'elle a remporté à plusieurs reprises. La dernière équipe polonaise à avoir atteint les playoffs en Gold League était Evil Panda Squad lors de la 4ème saison. Utopia apparaît comme l'équipe polonaise la plus à même de renouveler cet exploit, et ils ont acquis l'expérience et le niveau nécessaire pour atteindre cet objectif, même si les autres équipes ont maintenu leur niveau. Les équipes polonaises ont souvent les mêmes forces et les mêmes faiblesses. Leur cohésion est généralement excellente, leurs stratégies sont souvent bien préparées, mais Utopia a du mal lorsque les affrontements ne sont pas sur des terrains habituels, et c'est souvent pour cette raison que des équipes très agressives sont efficaces contre eux. Individuellement, les joueurs ne sont pas exceptionnels et ils sont en difficulté lorsque l'on en vient à des affrontements serrés. Néanmoins, ils ont de très bons joueurs comme Papa Wian et Bichu, ainsi que leur capitaine Mukar. La 7ème place leur va visiblement à ravir puisqu'ils sont actuellement à cette place après 7 batailles. Il sera cependant délicat pour eux de rentrer dans le top 6. Ils doivent absolument remporter leur confrontation directe contre Penta et Synergy pour espérer atteindre cette 6ème place qualificative. Il est temps maintenant de passer à l'interview et de nous intéresser au monde de la guerre des clans. Eh bien, bonsoir à tous, et donc je suis ce soir avec Candy00, qui est le responsable Clan War chez Illuminium Esport. Donc Candy, est-ce que tu peux nous présenter un peu quelle est l'activité d'Illuminium Esport sur l'aspect Clan War du jeu? Alors l'aspect Clan War pour Millennium, c'est d'essayer de se montrer au niveau européen de ce qu'on est capable de faire. Vu la dernière campagne qu'on a fait pour la campagne T10 en tier 8, on n'a pas l'air trop mauvais, donc on essaie de mettre en place un système pour essayer de gagner un maximum de gold sur les 3 prochains mois de cette saison. Donc on est assez motivé pour l'ensemble et on espère arriver à nos objectifs. D'accord, c'est égal. Et du coup là vous êtes combien actifs sur la partie Clan War? Ça varie entre 40 et 60. Après, ça peut aller au-delà, ça dépend des attaques et des défenses qu'on a à faire le soir, principalement. Il y a plein de possibilités. Comme là actuellement, on est un peu embêté, on s'est fait attaquer par enchère sur un ensemble d'un territoire qu'on a du mal à reprendre du fait des joueurs qu'on a en face, même s'ils sont pas unicum et tout ça, ont une stratégie assez intéressante et difficile à sortir. D'accord. C'est quoi, c'est une coalition de clans ou c'est juste un clan qui vous attaque?
Non, c'est un clan qui a attaqué pour essayer de nous piquer quelques territoires, vu qu'on a des territoires assez importants. Au niveau de notre cote Elo, on est à plus de 1400 de cote, ce qui nous permet d'avoir des territoires qui, de 96 de gold de base, peuvent monter jusqu'à 380, 400 gold. Donc, s'ils peuvent piller le territoire pendant 3 jours et essayer de récupérer le maximum de gold, ça peut être intéressant avec eux, quoi. Ouais, effectivement, oui, l'appât du gain est important dans ce cas-là. Voilà. Voilà. Ok, ouais, donc du coup, ouais, votre objectif à court terme, c'est d'essayer de, voilà, d'engranger des golds pour les joueurs du clan. Voilà. Ouais, voilà. Le but, on s'est fixé le but, c'était d'avoir environ 6000 gold par jour. On n'en est pas très loin, on était à 5800. On a commencé une campagne de saison numéro 2 un peu compliquée parce que on n'a pas réussi à débarquer le premier soir. Ah oui, Donc on a débarqué le deuxième soir sur les BIA. hmm, Eux Ils nous ont proposé de faire une alliance comme pour essayer de farmer un maximum de gold. On a besoin d'avoir des alliés sur la map, oui, toujours. surtout ceux qui nous entourent. Donc on est allié actuellement avec FX, où on a connecté nos ensembles de territoires avec eux, avec BIA, où on est en train pardon, parce que c'est pas les BIA1, BIA1 sont en tier 10. Les BIA2, on leur protège à peu près 4-5 territoires, et eux ont 3 territoires à défendre. Donc ça a l'air intéressant. On a une petite alliance ou pacte de non-agression avec les PVS et les VTP qui nous entourent. D'accord, ah Voilà. oui, Donc donc vous êtes pas mal quand même. ouais, là on est dans un système actuel où on a réussi à prendre 12 territoires en moins de 4 jours. Oui, honorable. Donc par l'intermédiaire de diplomatie, tout ça, donc on arrive à quelque chose d'intéressant. Alors après, maintenant, il reste plus qu'à défendre. On va essayer de voir pendant quelques semaines ce que ça va donner. Si les défenses passent ou pas du tout, ou voir en fonction de la disponibilité des joueurs, qui est très Effectivement. important. Ouais, c'est Parce toujours un que gros facteur. voilà, si on vu les anciennes Clan War quand ils ont commencé avec la nouvelle map, avant on pouvait pas poser des décalages sans prendre de pénalité. Maintenant c'est différent. Si on se présente pas à une bataille, on a une pénalité qui peut être très importante, du style 10% de gold en moins pendant 4 ou 5 jours ou plus. On n'est jamais allé à plus de 1, donc on essaie de gérer correctement avec les effectifs qu'on a, quoi. D'accord, oui, effectivement, ça change un peu la manière de gérer la diplomatie et les pions de Oui. décalage ou quoi que ce soit. Ouais. Ok. Et du coup, ton rôle dans toute cette organisation, en quoi est-ce qu'il consiste? Alors, principalement, je gère la Clan War en général avec Ranger, Blabla Page et Victor VX et Battant. Moi, principalement, je suis diplomate pour l'ensemble du clan. Après, on essaie de mettre en place plein de choses, mais mon rôle est polyvalent. Je fais plein de choses au D'accord. niveau Clan War. Après, je suis pas le leader Clan War. On est plusieurs à gérer parce que je peux pas être là tous les soirs, hein, du fait de ma vie IRL. Bien Donc sûr. Ok. voilà, on essaie de tourner sur 5 personnes pour essayer de trouver les meilleures stratégies pour le clan. Ok. Bah c'est cool. Du coup, si tu pouvais résumer pour les joueurs qui n'ont pas trop l'habitude, quelles sont les spécificités de la Clan War, qu'est-ce que ça change par rapport au jeu classique? On voit que la diplomatie a vraiment un très gros impact. Qu'est-ce que tu vois d'autre comme changement par rapport au jeu de base? Par rapport au jeu de base, vous avez bon après il faut avoir une connaissance. Ce qui est important, c'est d'avoir une connaissance du jeu complet. C'est-à-dire que au tier 8, savoir percer un IS-3 avec un T54 light est vraiment important. Aussi connaître les placements. Tout est un fait de stratégie avec des strats au niveau des cartes, mais aussi des placements individuels. Par rapport à du FFA, c'est quelque chose qui peut être rapide. Même un clan qui a 1200 de WN8 peut battre un clan à 2005 sans problème. Avec une bonne stratégie, des bons placements, tout est possible. Bonne Le cas coordination? étant aujourd'hui. Ouais, une bonne coordination, très important. Un bon team play. Ça, c'est, je pense, la base première de la clan War, c'est d'avoir un bon team play avec tous les joueurs du clan, ce qui n'est pas évident aujourd'hui, hein, du fait de notre recrutement récent. Donc on essaie de faire au mieux. Ok. Bon bah, On essaie de porter les couleurs françaises
Très au bien. plus haut. Et du coup, est-ce qu'il y a un souvenir marquant en Clan War, par exemple, ou autre chose que tu pourrais partager avec nous, un truc qui t'a particulièrement plu, une belle réussite? Ce qui m'a particulièrement plu, après c'est au niveau personnel, c'est de faire de la diplomatie. Hmm. C'est très compliqué, il faut savoir poser le pour et le contre. On a eu un petit déboire avec les PVS avant qu'on s'allie avec eux pour un territoire où on avait expliqué notre stratégie de base qui au final a évolué en fonction de la situation de la map et c'est pas évident de parler stratégie en anglais avec plusieurs clans différents dont des nationalités différentes, hein. On parle surtout avec des Polonais, des Croates, des Tchèques. Ce qui est pas évident, c'est de se faire comprendre et d'essayer de leur mettre un peu la pression du fait de notre cote Elo qui montre à beaucoup de monde que s'ils nous attaquent, ils vont avoir un petit problème. D'accord. C'est ça qui est assez marrant. Ben, moi, c'est ce qui me plaît en Clan War, c'est ça. D'accord. Bah oui, oui, c'est un rôle particulier, diplomate, mais enfin qu'on retrouve dans pas mal de MMO. Mais du coup, c'est Oui, sympa de le bien sûr. revoir ici. T'avais fait de la diplomatie dans des MMO ou avant, ou c'était ta première expérience? C'est ma première expérience, c'est venu comme ça petit à petit. Après, bon, c'est aussi peut-être mon âge, j'en sais rien, mais voilà. Moi, je suis pas, j'aime bien faire de la diplo parce que c'est essayer de gagner un maximum de points sur l'ensemble de la saison, tout en essayant de gérer et pas avoir quatre clans qui vous attaquent en même temps, quoi. Ah oui, ça aide. Et gérer. Ok, bah nickel, bah merci beaucoup d'être prêté au jeu de l'interview, et puis je pense que tu as donné une bonne vision de ce que pouvait être la Clan War pour les joueurs qui ont envie de se lancer là-dedans. Donc bah, je te souhaite une bonne continuation, et puis plein de territoires capturés avec le clan Millennium. On va essayer, on va essayer. Merci. Merci beaucoup. Place maintenant au concours. Le concours de cette émission est dédié aux artilleries, puisqu'il récompensera celui ou celle d'entre vous qui fera le plus de dégâts à bord d'un canon automoteur. Pour participer, il suffit de nous fournir le replay de votre partie jouée en mode standard à bord d'une artillerie. Il n'y a pas de limite de tiers, mais la partie devra avoir été jouée entre maintenant et mercredi prochain minuit. Et maintenant, pour clore cette émission, j'ai le plaisir de vous présenter le meilleur replay Gold League de la semaine en duo avec Pupajin. Il s'agit aujourd'hui du 5e match entre Knekebrod et Out of Range, alors que ces derniers mènent 3-1. Merci Pupajim de nous avoir rejoint pour commenter ce replay. Bonjour. Et donc nous avons les Knekebrod face au Out of Range. Qu'est-ce que leur composition t'inspire? Bon, là clairement les Knackbrod ont une compo full lourd, donc ils n'ont pas cherché à comprendre, avec des 50B pour la mobilité et le 113 également, et côté out of range 2 Waffentrager, donc ça peut faire très très mal au niveau du burst, donc 2500 en vidant le barillet, ça peut faire très mal, quasiment un tier 10 si tous les tirs sont mis. Ouais, et puis comme ils seront pas isolés de toute manière, effectivement, ça peut ouvrir de chars quasiment instantanément, donc méfiance. Et donc on a vu une M40-43 en tier 8 pour faire un peu de soutien derrière. Ça peut être toujours sympa pour faire de la décap, bon, même si c'est toujours plus intéressant qu'un scout tier 8 peut-être sur cette carte où le spotting n'est pas forcément nécessaire vu que la map est relativement petite. Oui, et puis très urbaine, donc c'est vraiment des voilà. courtes portées, pas tellement de buissons pour se planquer. Ok, donc une équipe vraiment de Knekebrod très regroupée, quoi, très compacte. Avec en face des out of range un peu plus déployés pour couvrir la map. On peut remarquer aussi qu'il y a beaucoup de conquérants, c'est assez marrant quoi. C'est pourtant un char qui a pas énormément de blindage, mais je le vois souvent pris dans les compos. Oui, bah si les équipes choisissent d'avoir 2 tiers 9. C'est ça, ouais. Ok, donc le On dirait Waffen. que ça push sur le Waffen, on dirait. Ouais, ça c'est le char. Il paraît un petit peu isolé, donc s'il y a moyen de le sortir, ça peut être une excellente affaire. Le FV 215B des Out of Range qui a pris vraiment très cher, il est plus qu'à 700 PV. Oui. Oula, un blow-up, miraculeux. Ça fait très très mal, ils ont perdu un char déjà. Ouais, le deuxième n'a pas tardé à tomber, voilà déjà. Ouais, faut vraiment qu'ils poussent.
Parce que là, s'ils se font sortir en deux petits groupes, ça va pas le faire. Le Waffenträger qui est en reload. Normal. Ok, il commence un peu à remonter. Il faudra absolument qu'il sorte ce EV. Ouais, ça, bien joué. Ils vont perdre encore un de leur EV. Est-ce qu'ils vont réussir à compenser en sortant encore un char adverse? Au niveau des PV, ça c'est équilibré, c'est vraiment à peu près au même niveau. Vraiment Bon, le davantage. TGP il faut le sortir, 200 PV. Sa cadence fait vraiment de mal. Ok, Voilà. il est sorti, le EV 215B, est-ce qu'il y a moyen? Pas tarder à sortir. Il va falloir qu'il fasse gaffe parce que le Waffenträger est bientôt en reload à mon avis, donc ça peut faire encore très mal. Le Oui, bah oui, il leur laisse pas mal de chars. Il leur reste 2 Waffen là, qui seront d'un bout à l'autre de la rue. C'est ça. Ouais, Ah oui, ça va- il s'est complètement non, fait ça prendre en va être sandwich, le Spoof 50B. Ok, méfiance, parce que du coup, rien. C'est pas gagné encore. On va lire le- Donc 50B encore à 1500, mais si j'ai bien compté, il lui reste 3 coups encore dans le VT, et il a pas dû reload, à mon avis. 700, oh là là, l'alpha de fou, il a l'alpha max. Bon, il n'a pas eu de chance sur le coup, il n'a pas eu le temps de finir le 50B, mais ça s'est joué à rien du tout. Ouais, effectivement. 50B qui a quand même laissé pas mal de plumes. Ok, il reste le deuxième Waffen. Pour l'instant, l'artiste, je pense pas qu'elle ait mis tant de shots. Ah, Ah, il pas était passé joli, loin. Ouais. il a failli sortir le char. Bon, là, le problème, c'est que, ils ont beau être 2 contre 1, le Waffen, il arrive, il met 2 tirs, et puis c'est plié, quoi. Donc ça va être très difficile pour eux. À moins de... Après le VT, il est trichot, donc quasiment, on va dire. Donc bon, c'est pas l'éviter aussi, quoi. C'est gérable aussi, bah c'est... Ouais, voilà, s'ils arrivent dans son dos, le temps qu'il tourne la tourelle, il peut se faire sortir par le 50B. Donc ça va vraiment être sur qui va trouver l'autre. C'est ça. Ça va vraiment être ça, parce que pareil, il peut se faire pas matraque à un détour à un coin de rue, quoi. Mais... va falloir la jouer fine des deux côtés. Je pense que ça va se rencontrer, surtout qu'ils vont être en hull-down, donc ce qui est pas trop mal. Ouais. Ça va commencer là. Il Donc, monte son flanc de tourelle. Joli. 500. Ah, c'est joli. Il a mis de la HE, ils ont pensé Ouais. à mettre de la HE. Je suis pas sûr que le 50B ait mis de la HE. Ouais. L'alpha est quand même énorme là, ce qu'il a fait. 485 si je me trompe pas. Il a peut-être le dé de la HE, quoi. Bonne question. Alors... Ah, j'avais pas du tout pensé à ça. C'est vrai que du coup, il est même pas trichot, il est quasiment tout shot à la HE, quoi. Ouais, après le truc c'est d'embarquer de la HE sur le 50B, quoi. En général, les chars à bailler, c'est même pas sûr d'en embarquer, quoi. C'est un risque. Il y a eu pas mal de retournements de situation quand même, hein. Il y a eu Ouais. l'avantage pour les Knackeboard à un moment donné, après Autofrange. Et maintenant, je dirais que c'est plutôt Knackeboard qui a repris l'avantage, même si... Ouais, donc s'ils arrivent à sortir le Waffen, après ils vont être très très bien. Par contre, il a toujours les capacités de les massacrer. L'article qui go spot, parce que je pense que de toute façon, pas pouvoir faire grand chose. Oui, puis là, face à des chars vraiment low life, à courte portée, il y a moyen de sortir quelqu'un. Ah, étonnant qu'il Attention. spot pas le Conqueror, quoi. Ouais, Parce qu'il l'a pas vu, mais... ouais, Ah, c'est le red spot. Joli. Belle réactivité du Conqueror. Ouais. Je pense qu'il était toujours à la HE. Bon, là, ils le prennent de deux côtés différents, donc je pense que ça va le faire. Ouais, là c'est cuit. Ah, Ouais, c'est bon, ouais, vous c'est pouvez bon. le tourner tranquille. Bah, GG. Ah, c'était chaud, c'était C'était vraiment serré, pas quand gagné, hein. Ah non, pas du tout. Non, Ils ont vraiment géré là les deux survivants parce que franchement face au Waffen c'était vraiment pas assuré comme victoire. Ah, mine de rien, ouais, de Waffen, ça peut faire quand même super mal, quoi. Les 2 fois où ils ont vidé leur barillet, les 2 fois ça fait très très mal et c'est joué à pas grand chose, quoi. Ouais, non, simplement réussir à pas trop l'attaquer de face et puis avec le temps de rotation de la tourelle, ils ont réussi à s'en sortir mais c'était chaud. Ouais. Eh bien, merci de m'avoir accompagné pour commenter ce replay et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Voilà, c'était le meilleur replay de la semaine, commenté avec la participation de Pupa Jim. Je vous laisse maintenant en compagnie de Kiefer, avec un tutoriel consacré au maniement des chars lourds, et je profite de la fin de cette vidéo pour souhaiter bonne chance à toutes les équipes inscrites au tournoi Underdogs. Merci de nous avoir suivis, et à la semaine prochaine.